Vous avez un commentaire de texte à faire, mais vous ne savez pas par où commencer. Je vais vous proposer une méthode complète en 3 étapes. D'abord, je vais vous proposer une grille de lecture pour faire ressortir les indices importants. Ensuite, je vais vous montrer comment relier tous les indices que vous aurez trouvés à des interprétations que vous allez pouvoir mettre dans votre commentaire de texte. Je vous donnerai ensuite les bonnes pratiques pour la rédaction de votre introduction et enfin quelques astuces pour bien rédiger le commentaire lui-même. Alors, tout d'abord, les grilles de lecture. On va commencer par une lecture naïve. Avant toute chose, lisez le texte à tête reposée, de façon complètement naïve. Vous allez comprendre son sens, vous allez vous laisser aller au plaisir de lire, aux surprises et aux émotions réservées par le texte. Ensuite, vous allez relire le texte au moins 6 fois, avec 6 grilles de lecture différentes. Je vais vous donner tout de suite ces différentes grilles de lecture. Vous allez noter à chaque fois tous les éléments qui ressortent du texte, tous les éléments qui lui donnent du relief. Ce sont à chaque fois donc de courtes citations que vous allez noter et qui vont vous servir par la suite d'arguments. N'hésitez pas à noter aussi tous les numéros de ligne. Les numéros de ligne vous resserviront plus tard. Faites à chaque fois une hypothèse. Donc ne prenez pas trop de temps, mais si vous avez une hypothèse, une idée sur ce que ça peut bien vouloir dire, sur ce que l'auteur a bien voulu dire en écrivant de cette manière-là, eh bien notez vos idées. Je vous laisse regarder ici cet exemple de relevé au brouillon. Donc c'est un relevé sur un poème de Baudelaire qui s'appelle À une passante. Et vous voyez que sur le côté gauche, j'ai à chaque fois noté le numéro du vers. J'ai à chaque fois mis en bleu les citations. Vous n'êtes pas obligé de les mettre en couleur, mais ça permet de les faire ressortir ici. Et sur le côté droit, vous voyez qu'à chaque fois, j'ai noté des idées, des débuts d'analyse, etc. Donc la première grille de lecture, c'est la structure du texte. Dans cette première lecture, vous allez être attentif à la manière dont le texte est construit. Combien y a-t-il de paragraphes? Pourquoi cette division en paragraphes? Est-ce qu'on bascule à un moment donné? Posez-vous la question, quels sont les liens logiques? Alors, entourez et relevez automatiquement tous les liens logiques du texte. C'est une des premières choses à faire. Repérez si ce sont des liens de cause, de conséquence, d'opposition, etc. Ça va vraiment vous donner une idée de la structure du texte. Ensuite, donnez un titre à chaque partie pour avoir une vue bien claire et bien surplombante de votre passage. Prenez en compte les dialogues. Forcément, si vous regardez la structure, vous allez voir que les dialogues vont structurer le texte. Dans une pièce de théâtre, par exemple, les répliques sont plus ou moins longues. Vous pourrez aussi avoir dans un roman des moments de narration qui vont être interrompus par des échanges de paroles. Donc tout ça va dessiner, même visuellement, des parties. Ou encore vous aurez des récits enchâssés avec un personnage qui raconte l'histoire d'un personnage, qui lui-même raconte l'histoire d'un personnage, etc. Donc une mise en abîme. Tout ça, ça va évidemment structurer votre passage. Posez-vous la question pour les paroles. Qui parle et à qui? Est-ce que vous avez un narrateur? Est-ce que vous avez plusieurs narrateurs? Est-ce que les personnages prennent la parole? Etc. Deuxième grille de lecture, le personnage et les thèmes. Alors regardez à nouveau la distribution de la parole, mais cette fois-ci en regardant bien les personnages. Est-ce qu'un personnage parle plus que les autres? Vous verrez que la parole va être répartie en fonction du rôle de chacun. Si vous avez un personnage narrateur, vérifiez tout de suite si vous êtes dans une autobiographie ou bien dans des récits enchâssés, comme on disait tout à l'heure. Le personnage va-t-il utiliser la première personne tout au long du texte? Est-ce que le personnage est lui-même acteur des événements qu'il raconte? Parfois, il est complètement en dehors de ce qu'il raconte. La présence des personnages va être indiquée par des noms propres, des prénoms et par des pronoms personnels. Regardez tous ces éléments. En regardant tout ça, demandez-vous, est-ce qu'il y a beaucoup de personnages? Est-ce qu'il y a beaucoup de reprises pronominales, par exemple? Et est-ce qu'un nouveau personnage apparaît au milieu du texte? Est-ce qu'il disparaît? Est-ce que les personnages ont des rôles différents? Vous allez voir que chaque personnage a un rôle à jouer dans l'intrigue. Il y a le personnage principal, on va avoir des personnages secondaires, on va avoir un héros, on va avoir des opposants, etc. Vous pouvez même avoir un anti-héros. Posez-vous la question, est-ce que le personnage principal n'est pas vraiment un héros et il serait plutôt un anti-héros? Vous pouvez aussi avoir des personnages qui sont évoqués, mais qui sont absents. Relevez les pronoms personnels « on » et « nous ». Ce sont des pronoms personnels un peu particuliers et vous avez toujours plein de choses à dire sur ces pronoms. Donc notez-les, regardez et demandez-vous quel personnage ils désignent en réalité. Pensez aussi aux tournures impersonnelles du type « il existe » ou « il a fallu ». Donc là, les sujets sont absents. Cela signifie quelque chose. Au-delà des seuls personnages, repérez tous les pronoms personnels et regardez les sujets des phrases. Est-ce que ce sont des sujets humains? Est-ce que ce sont des sujets non humains? Terminez avec les reprises pronominales et les pronoms démonstratifs. Vous savez, les petits mots comme ce, ça, ceci, ce dernier. À quoi se rapporte chacun de ces mots?
Vous allez ainsi découvrir à l'intérieur de votre texte des fils rouges, tout un réseau de sens qui parcourt votre passage. Maintenant la troisième grille, l'espace et le temps. Donc quels sont les temps employés? Vous savez que chaque temps a une valeur précise. Eh bien c'est ça qui vous permettra de faire des interprétations. Vous avez toujours plein de choses à dire à partir de la valeur des temps. Donc c'est une leçon assez intéressante. Par exemple, le plus que parfait va indiquer qu'on remonte dans le passé. Donc c'est l'idéal pour faire un flashback. On appelle ça une analepse en littérature. Si vous n'êtes pas sûr de bien connaître toutes les valeurs des temps, eh bien je vous conseille de réviser le cours qui concerne la valeur des temps. C'est vraiment très utile. Ensuite, repérez la progression du temps d'un paragraphe à l'autre. Est-ce qu'on avance de minute en minute? Donc on avance lentement. Est-ce qu'on saute une année ou deux? Et donc là on va avoir une ellipse. Est-ce qu'on revient en arrière? On a une analepse. Relevez les petits mots avant, après, pendant, plus tard, qui permettent de construire les compléments circonstanciels de temps. Et souvent, le temps va évoluer parallèlement au lieu. On va avoir des déplacements dans le temps et dans les lieux. Donc c'est pourquoi il est intéressant de voir ces éléments ensemble. Mais ce n'est pas la peine là d'entrer dans le détail des descriptions pour les lieux. Notez simplement les moments où l'on change de lieu. Quel est le mouvement du regard? Imaginez ce que vous feriez, vous, si vous deviez porter le texte à l'écran. Qu'est-ce qu'on verrait? Quatrième grille, la syntaxe et le rythme. Alors le rythme, c'est avant tout de la ponctuation. Les phrases de type exclamatif sont un indice de subjectivité, donc ça c'est toujours très intéressant, c'est toujours très riche de sens. Les phrases de type interrogatif sont soit suivies de réponses directement, soit d'hypothèses, soit ce sont simplement des questions rhétoriques. Et dans ce cas-là, c'est intéressant de regarder quelle est la réponse implicite. Souvent ça va être une réponse à la négative d'ailleurs. Les parenthèses et les tirets longs, vont vous permettre souvent de retrouver le point de vue personnel de l'auteur. Parfois, il va émettre un jugement de valeur, par exemple, entre parenthèses. Les points de suspension expriment quant à eux une réticence à s'exprimer sur un sujet qui, justement, va être important et révélateur. Maintenant, la distribution des virgules et des points. C'est extrêmement révélateur des intentions de l'auteur. Est-ce qu'on a des phrases longues? Est-ce qu'on a des phrases très longues? Ça sera des périodes. Est-ce qu'on a au contraire des phrases très courtes? Une phrase très courte, ponctuellement, peut servir à provoquer la peur, la surprise, etc. ou un jugement lapidaire très rapidement. S'il y a beaucoup de virgules, c'est qu'on a des énumérations. Alors là, c'est toujours intéressant, les énumérations, il y a toujours une logique dans une énumération. Est-ce qu'on a une gradation vers le pire? Est-ce qu'on a une structure en miroir? Donc on va appeler ça un chiasme. Si vraiment vous ne trouvez pas de logique dans votre énumération, ça signifie encore quelque chose. L'auteur veut créer une impression de désordre ou d'absurdité. Cinquième grille, les verbes. On va faire une lecture rien que pour les verbes. Et vous avez 5 types de verbes. D'abord les verbes d'action. Donc ces verbes rendent le texte dynamique d'abord. Et puis ils peuvent servir à animaliser les personnages par exemple, ou à les rendre mécaniques. Donc regardez à chaque fois s'il y a un décalage entre le sujet et puis le verbe qui est lié à ce sujet. Regardez les verbes d'état. C'est toujours très intéressant. Les verbes d'état, être, paraître, devenir, etc. Ces verbes vont véhiculer des comparaisons et donc on va avoir des images intéressantes, peut-être même qu'on va retrouver des symboles de cette manière. Il y a aussi les verbes psychologiques et dans les verbes psychologiques je mets aussi les verbes de parole, mais vous avez déjà pas mal regardé les paroles au moment où vous avez regardé les personnages. Donc je rajoute les verbes dire, parler, mais les verbes psychologiques sont penser, souhaiter, connaître, savoir ou rêver, etc. Il est important alors de distinguer ce qui est subjectif et ce qui est objectif. Dans quelle mesure les personnages interprètent-ils leur réalité? Et enfin, les verbes de perception. Alors les verbes de perception, ils sont accompagnés d'adjectifs. La vue, eh bien, ils vont être accompagnés de couleurs, de lumière, la transparence. L'ouïe, ce sont les bruits, les musiques, mais aussi l'intensité, la fréquence. On va avoir aigu, grave, etc. Le toucher. Le toucher, c'est une texture, mais c'est aussi une épaisseur, la sensation de chaud ou de froid. L'odeur est souvent liée au goût. C'est plutôt rare de trouver des perceptions de goût et d'odeur dans les textes. Donc si vous en trouvez, n'hésitez pas à le faire remarquer quand vous les repérez. Les verbes sont souvent accompagnés d'adverbes qui sont révélateurs, lentement, joyeusement, etc. Vous pouvez alors relier ces différents adverbes et montrer que certaines perceptions sont intenses, certaines actions sont violentes ou au contraire discrètes. La sixième grille et dernière grille, les images. Alors le but de cette lecture, c'est de créer des liens thématiques entre les événements, les personnages, les décors. Vous allez créer un réseau de sens. Le premier type de lien que vous allez pouvoir trouver à travers le texte, ce sont les champs lexicaux. Donc
tous les mots qui se rapportent à un même thème, vous connaissez les champs lexicaux. Mais ne vous arrêtez pas simplement au simple champ lexical autour d'un thème. Essayez de creuser un petit peu les mots qui sont utilisés. Est-ce que ces mots sont construits sur le même radical? Est-ce qu'il y a des sonorités qui reviennent? Est-ce que ce sont des mots composés, des mots inventés? Vous pouvez avoir des néologismes, des mots valises, des barbarismes même. Vous allez maintenant glisser progressivement des noms aux images en regardant comment les choses sont caractérisées. Les adjectifs ont souvent un sens caché. Même quand ils sont très concrets, eh bien, les adjectifs peuvent être mis en relation avec un sens abstrait. Par exemple, un exemple très simple, la couleur rouge, eh bien, elle peut symboliser le sang, la guerre, ou bien le désir, la culpabilité, etc. Les comparaisons. Les comparaisons vont faire surgir de nouvelles images. Et le secret pour bien analyser une comparaison, eh bien, c'est de se poser la question: quel est véritablement le point commun entre le comparant et le comparé? Est-ce que je peux retrouver cette même idée, le lien entre ces éléments, ailleurs dans le texte? Si vous trouvez le même lien ailleurs dans le texte, alors vous avez un véritable réseau de sens qui apparaît. De même, la métaphore va enrichir l'univers du texte. Donc pour trouver les métaphores, eh bien, il faut imaginer si les éléments dont on parle sont réellement présents dans la scène. Par exemple, dans le Père Goriot, eh bien, Balzac va parler de Paris comme d'un océan. Il ne décrit pas un océan, il parle de la ville, il n'y a pas d'océan. Nous avons donc là une métaphore. Vous pouvez alors commenter le point commun entre le comparant et le comparé. Donc tous les deux, la ville et l'océan, eh bien, ils sont si vastes qu'ils n'ont pas de limite. Que dire de plus maintenant que vous avez relevé tous ces éléments? Comment faire un plan maintenant à partir de toute cette matière première? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Les interprétations possibles. Donc je vais maintenant classifier toutes les interprétations que vous pouvez faire à partir des indices recueillis. Vous allez voir que, eh bien, il y a un nombre limité finalement d'interprétations que vous pouvez faire. Je les regrouperai ensuite en axes de lecture possibles pour la première, la deuxième ou la troisième partie. Dans la première partie, vous allez partir de votre ressenti, tout simplement, pour essayer de faire rentrer votre texte dans une catégorie littéraire, un genre, un type de discours, un mouvement littéraire, etc. Donc ce sont des éléments évidemment à connaître. La deuxième partie va vous permettre d'affiner cette première approche. Vous allez nuancer, vous allez briser les idées reçues, vous allez montrer les décalages. Et la troisième partie va tenter de résoudre les questions posées. Quel est le sens du texte? Qu'est-ce que l'auteur veut faire passer comme message? Vous pouvez alors développer tout le sens caché et tout le sens symbolique du passage. Donc maintenant pour la première partie. Nous allons progresser des questions les plus simples et en allant vers les questions les plus complexes. D'abord, très simplement, est-ce que le propos du texte est positif ou négatif? Alors à ce moment-là, si vous faites vraiment une partie de ce type-là, utilisez un vocabulaire varié. Vous avez l'éloge, le blâme, vous avez des adjectifs qui peuvent être euphoriques, dysphoriques, mélioratifs, péjoratifs, etc. Pour aller plus loin maintenant, vous pouvez vous centrer sur l'émotion du passage, la tristesse, la colère, la peur, tout ça c'est du côté négatif, ou bien la joie, le rire, quand vous avez un texte comique, l'émerveillement, le courage dans un texte épique, tout ça du côté positif. Donc fiez-vous à votre ressenti tout simplement. Souvent, ces émotions vont être liées à des thèmes très simples que vous pouvez repérer, la solitude, l'amitié, l'amour, la famille, la nature ou la ville, la guerre, etc. Les émotions, eh bien, elles sont à l'origine ce qu'on appelle des registres littéraires ou bien tonalités. La tristesse, par exemple, va se retrouver dans le pathétique ou dans le lyrisme, dans le tragique. Ça fait déjà 3 registres différents. Le tragique va provoquer, par exemple, la terreur, la pitié. La peur, de son côté, va recouper plutôt le registre fantastique. Il n'y a qu'une dizaine de registres à connaître, donc à réviser. Vous allez compléter avec merveilleux, réaliste, dramatique, comique, épique et polémique. Chaque registre obéit à des codes particuliers et je les traiterai dans un autre cours. Au-dessus des registres, vous avez les mouvements littéraires. Et ces mouvements, eh bien, ils vont être différents à travers les siècles. De même, les mouvements sont en nombre limité. Au XIXe siècle, vous avez le réalisme, le naturalisme, le romantisme, le symbolisme. Au XXe siècle, vous avez le surréalisme, l'écriture engagée, et puis quelques mouvements en marge, par exemple l'écriture absurde, etc. Le XVIIe siècle, vous avez le classicisme et le baroque. Au XVIIIe siècle, vous avez les Lumières. Et puis, je reviens un petit peu en arrière pour le XVIe siècle, vous avez l'humanisme. Chaque mouvement, là, va mériter évidemment un cours complet. Si votre texte appartient à un mouvement littéraire, mais il n'entre pas du tout dans les problématiques du mouvement, eh bien, ce n'est pas la peine d'insister. Interrogez plutôt le type de discours. Est-ce que vous avez un texte narratif, ou descriptif, ou explicatif, ou encore argumentatif? Ensuite, reliez ce type de discours avec le genre.
Donc ce n'est pas la même chose d'avoir par exemple une argumentation dans un roman ou une argumentation dans une comédie. Enfin, sachez que vous pouvez mélanger 2 ou 3 ingrédients maximum. Par exemple, cette lettre pathétique offre une réflexion sur l'amour filial. Ce serait une bonne première partie qui mélange genre, registre et thème. Maintenant, la deuxième partie. Donc vous allez maintenant rechercher ce qui dépasse la première partie. Vous allez soit mettre en perspective un aspect particulier, soit choisir un sujet en décalage avec la première partie. Vous pouvez le faire. Donc première possibilité, mettre en perspective, c'est-à-dire creuser un aspect qui vaut le coup d'être développé et que vous n'avez pas eu le temps d'aborder en première partie. Vous avez beaucoup de choses à dire sur un aspect de cette première partie. Vous pouvez vous concentrer d'abord sur l'une de vos grilles de lecture que vous avez déjà utilisées. Ce sera une deuxième partie qui sera plus technique, par exemple sur les rythmes du texte, sur l'espace et le temps, etc. Le point de vue du personnage, pour moi, c'est vraiment une perspective privilégiée en littérature. Vous pouvez faire une très bonne deuxième partie sur les points de vue des personnages. Regardez alors si l'état d'esprit d'un personnage déteint sur le monde extérieur. Comment est-ce qu'on entre dans la subjectivité du personnage ? Vous pouvez utiliser l'intensité. Ce que vous avez repéré en première partie va évoluer tout au long du passage. Eh bien, les émotions varient en amplitude, par exemple, elles peuvent atteindre un paroxysme. Au contraire, certains éléments sont peut-être atténués. Nuancez donc vos propos sans vous contredire. C'est très important de pouvoir nuancer sans être dans la contradiction. Utilisez la ponctuation, par exemple, les euphémismes, les négations, les litotes. Tout ça, ça va vous permettre de nuancer. Enfin, vous pouvez utiliser une perspective culturelle. Appuyez-vous sur vos connaissances personnelles ou sur votre cours. Par exemple, l'écriture romantique, vous avez traité l'écriture romantique en première partie, eh bien ça peut conduire à une sublimation de la nature, ce serait une très bonne deuxième partie, ou bien à l'élaboration de la figure d'un héros romantique en deuxième partie. Que faire maintenant si vous rencontrez dans le texte des éléments en décalage ou en contradiction avec votre première partie ? Eh bien, ça peut tout à fait arriver. Je vous propose 5 hypothèses qui vous mettront sur la voie et vous permettront d'être sûr que vous n'avez pas fait de contresens sur le texte. Donc d'abord, vous pouvez avoir tout simplement un jeu de contraste. Donc après avoir traité la partie positive, par exemple, la partie élogieuse du texte, eh bien, vous n'allez pas traiter uniquement l'aspect négatif, vous allez simplement proposer une analyse des jeux d'opposition. Et là, vous allez faire ressortir des systèmes de valeurs. Ça sera beaucoup plus intéressant. Vous pouvez avoir un jeu avec les codes. Donc par exemple, vous avez parlé de la dimension romanesque en première partie. Eh bien regardez si l'auteur joue avec les codes du genre, les horizons d'attente du lecteur. Vous pouvez avoir d'ailleurs un mélange des genres, un mélange des types de discours ou même un mélange de registres littéraires. Développez alors l'idée que vous avez un texte hybride. Par exemple, le roman utilise des procédés du théâtre, la poésie va utiliser des faits divers, etc. L'ironie. Alors si vous avez l'ironie, c'est-à-dire que l'auteur essaye de nous faire comprendre l'inverse de ce qu'il dit. Alors attention du coup à ne pas vous contredire et montrez tout de suite dès la première partie que vous n'êtes pas dupe de cette ironie et que vous réservez ces effets d'ironie pour la deuxième partie. Et enfin, vous pouvez avoir l'absurdité. Donc dans certains cas, l'auteur tient en effet un discours sur l'absurdité. Il utilise le non-sens à des fins didactiques ou à des fins créatrices. C'est donc un choix esthétique qui va être à interpréter soit comme la manifestation d'un malaise métaphysique ou bien un engagement politique, l'absurdité d'un système, ou bien c'est tout simplement l'occasion d'exprimer une fantaisie basée sur l'irrationnel, le rêve ou la folie. Pour votre troisième partie maintenant. Alors la troisième partie sera amenée naturellement par la deuxième. Elle répond à la problématique, elle donne le sens et la finalité du passage. Donc au lycée et au bac, vous pouvez traiter cette question de la troisième partie dans la deuxième partie. Vous n'êtes pas obligé de faire une troisième partie. Et vous allez garder un élément d'ouverture pour la conclusion. Je vous propose 6 types d'axes de lecture pour cette dernière partie. Donc tout d'abord, simplement, la thèse de l'auteur. Vous pouvez montrer que l'auteur est engagé, il défend ses idées. Il faudra donc bien formuler la thèse de l'auteur. Cela peut passer par une morale, par exemple, ou par un système de valeurs. Montrer qu'il y a des parties qui sont ouvertes à la discussion et montrer qu'il y a aussi des parties ouvertes à l'action. Une fois qu'on a fait ces constats, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut agir? Au contraire, l'auteur va dénoncer des faits, il va dénoncer des idées ou il va dénoncer une pensée philosophique. Montrez alors comment il démonte progressivement tous les arguments adverses. Vous pouvez aussi mettre à jour le sens symbolique. Vous pouvez avoir un sens caché dans votre texte. Donc là, appuyez-vous sur les métaphores, appuyez-vous sur les images pour révéler le projet de l'auteur. Peut-être que votre passage est une parabole, donc vous avez une histoire particulière qui va avoir en fait un sens général ou voire même un sens métaphysique. Alors peut-être aussi que le passage a un rôle dans l'ensemble de l'ouvrage de l'auteur.
Donc votre troisième partie va mettre en évidence la manière dont le passage prépare la suite de l'intrigue. Enfin, vous pouvez avoir un texte qui est un manifeste esthétique. Donc montrer les expérimentations littéraires, des expérimentations qui vont jusqu'aux limites de l'écriture. Revenez au fondement esthétique du mouvement littéraire auquel l'auteur appartient. En quoi son esthétique révèle une vision du monde. Enfin, vous pouvez montrer que le texte offre une réflexion sur l'écriture elle-même. Si le théâtre parle de divertissement, ou de parole, ou de rôle, ou même d'acteur, eh bien c'est qu'il parle de théâtre. Si le roman parle de communication, d'écriture, d'œuvre d'art, eh bien c'est souvent parce que, quelque part, il parle aussi du roman. Et pour la poésie, eh bien, si la poésie parle de chansons, de musique, voire même de silence, eh bien c'est sans doute qu'elle parle aussi de poésie. C'est une très bonne troisième partie. Ces différentes idées d'axes de lecture peuvent être mélangées. Souvent, ce sont des éléments qui sont liés. La réflexion sur l'écriture est en même temps une réflexion esthétique. Et en même temps, cette réflexion va préparer la suite de l'œuvre, puisqu'elle parle de l'écriture en train de se faire. Et donc, de choix artistiques qu'on va retrouver dans la suite du roman ou dans la suite du recueil de poèmes. Alors maintenant, comment répartir les indices dans le plan? Maintenant que vous avez votre plan au brouillon, distribuez les indices que vous avez relevés dans l'une de vos trois parties. N'hésitez pas à mettre de côté toutes les idées qui sont moins percutantes, ce n'est pas la peine de s'encombrer de choses inutiles et de choses qui ne rentrent pas dans votre plan. Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes pour répartir vos idées de façon efficace. Par exemple, vous pouvez utiliser un code couleur directement sur votre feuille de brouillon. Donc vous entourez, vous surlignez, vous soulignez avec des couleurs. Ici, je vous mets un exemple avec couleur verte, couleur bleue, couleur jaune. Je travaille souvent de cette manière-là. Si vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous souhaitez passer rapidement à la rédaction, vous pouvez simplement diviser votre feuille en 2 ou en 3 pour répartir ensuite les indices rapidement. Si vous souhaitez faire un plan complet, que vous avez un petit peu plus de temps, vous pouvez prendre 3 feuilles simples, une par partie, et vous allez y mettre les idées avec à chaque fois les numéros de ligne. N'utilisez pas le verso, vous aurez une meilleure vue de votre plan. Dans tous les cas, ne perdez pas du temps à tout recopier. Il s'agit juste de faire une répartition rapide des arguments. Le numéro de ligne, par exemple, va vous permettre de vous repérer rapidement, donc c'est plus important qu'une citation complète. Passons maintenant à la rédaction de l'introduction. Lorsque votre plan est prêt, vous allez pouvoir rédiger votre introduction. L'introduction se compose de 5 parties. D'abord l'accroche, qui est une mise en contexte. Ensuite, la description rapide de l'œuvre. Ensuite, la situation de l'extrait, qui est très liée. Ensuite, la problématique. Et enfin, l'annonce de plan. Donc tout d'abord, on va voir l'accroche. Pour réaliser votre accroche, ce n'est pas la peine de rentrer dans tous les détails de la vie de l'auteur, de son siècle ou du mouvement littéraire auquel il appartient. Pas la peine de s'encombrer et de faire une introduction trop longue. Choisissez un élément intéressant, un élément simple, unique, qui va vous donner un point d'entrée. C'est ça qui est important. Vous pouvez utiliser par exemple une autre œuvre du même auteur, une œuvre qui est en relation ou en contradiction. Par exemple, l'Émile de Rousseau, eh bien, ça peut aider à introduire certains passages de ses confessions. Pas n'importe quel passage, mais ça peut aider. Un élément biographique de l'auteur. Vous pouvez utiliser un élément biographique de l'auteur même si c'est un élément très connu. Par exemple, pour Victor Hugo, vous pouvez utiliser la mort de sa fille Léopoldine ou bien son exil à Jersey, ça peut faire une très bonne accroche. Vous pouvez utiliser un élément historique contemporain. Souvent, les œuvres du XXe siècle sont marquées par les guerres mondiales. Donc vous pouvez citer et expliquer le contexte. D'ailleurs, le programme de français est souvent parallèle avec le programme d'histoire, donc n'hésitez pas à vous servir de votre cours d'histoire. Vous pouvez aussi utiliser un mouvement littéraire ou un genre très précis. Par exemple, pour Zola, eh bien, vous allez pouvoir utiliser le mouvement naturaliste avec la citation célèbre du roman expérimental. Le romancier est fait d'un observateur et d'un expérimentateur. Vous pouvez utiliser un débat philosophique. Pour Candide, vous pouvez presque toujours utiliser le débat de Voltaire avec Leibniz sur la question de la providence. Vous n'avez pas besoin de connaître tout Leibniz, mais simplement de résumer en gros sa thèse sur la question de la providence. Vous pouvez enfin utiliser une œuvre d'art en relation. C'est un petit peu plus rare, mais vous pouvez le faire. Par exemple, un tableau ou une œuvre musicale de la même époque. Ça peut fonctionner notamment, par exemple, avec Baudelaire, qui lui était critique d'art. Maintenant, la description rapide de l'œuvre. Si vous avez du mal à faire un lien avec votre mise en contexte, c'est peut-être que vous avez mal choisi votre accroche. Il faut donc choisir quelque chose qui vous permette d'avoir une véritable entrée dans le texte. Le lien doit être immédiat et évident. Je vais reprendre l'exemple de Zola et puis vous faire une petite rédaction d'accroche et d'introduction. Donc Zola écrit dans le roman expérimental que le romancier est un observateur et un expérimentateur. Justement, dans l'Assommoir, il met en scène des personnages plongés dans la misère. Donc là, on voit tout de suite le lien. On passe à la petite description de l'œuvre.
Gervaise, le personnage principal, est une blanchisseuse qui va essayer en vain de sortir de sa condition sociale, mais elle sera rattrapée par la pauvreté et l'alcoolisme. Vous pouvez utiliser une phrase très simple pour la description rapide de l'œuvre. Voilà une structure de phrase que vous pouvez utiliser. Par exemple, dans cette œuvre, les personnages se trouvent dans telle ou telle situation. Les lecteurs sont amenés à découvrir ceci et cela, car l'auteur veut nous montrer que ceci et cela. Maintenant, vous allez situer votre extrait à l'intérieur de l'œuvre. Donc la situation de l'extrait est aussi une phrase très simple. Je vais vous proposer un exemple. Notre extrait se situe au début, au milieu ou à la fin de l'œuvre, du roman, de la pièce de théâtre, etc. Il met en place quoi? L'intrigue, il introduit des péripéties, il apporte une résolution, il apporte un dénouement à l'histoire. Maintenant, la problématique. Alors, la problématique, elle s'imposera à ce moment-là comme une question évidente. Elle sera liée à l'accroche, elle sera liée à la nature de l'œuvre, elle sera liée à la situation de l'extrait. Donc, il faut savoir juste que la problématique articule trois choses. Le quoi, le comment et le pourquoi. Et je vais développer un peu ces trois éléments. Donc, le quoi, eh bien, le quoi, c'est quoi ce texte dont on parle? Est-ce que c'est un roman, une argumentation, une pièce comique, tragique, un poème lyrique? Donc c'est le texte, et le texte avec ses caractéristiques en tant qu'objet, le genre, le mouvement, la forme. Le comment. Qu'est-ce que le comment? Eh bien le comment, ce sont les effets stylistiques, la manière d'écrire, les procédés littéraires. C'est ce qu'on analysera dans le développement. La problématique commence d'ailleurs quasiment toujours avec le mot comment. Le pourquoi. Eh bien le pourquoi, c'est le but de l'auteur, la finalité du texte. Pourquoi avoir écrit un texte comme ça? Du coup, la problématique, elle est toujours sur ce modèle. Comment l'auteur a fait pour nous faire comprendre le pourquoi, donc ce qu'il veut faire, avec le quoi, cette forme de texte-là. Alors je vais vous proposer quelques formulations que vous pourrez réutiliser facilement. Comment l'auteur nous amène l'idée, telle idée, en nous racontant l'histoire de. Comment l'auteur met-il en scène ceci et cela pour nous faire comprendre sa thèse. Comment l'auteur montre-t-il ceci et cela de manière à dénoncer ceci ou cela. Ou encore, comment l'auteur nous invite à découvrir ceci et cela à l'aide de telle thématique. Ou alors, comment l'auteur parvient-il à démontrer cette idée à travers un texte de tel genre ou de telle forme. Comment l'auteur utilise-t-il telle forme de texte pour mieux nous convaincre de telle idée. Comment ce texte, construit de telle manière, amène le lecteur à découvrir ceci et cela. Allez, juste un dernier qui ne commence pas avec le mot « comment » et qui peut être utilisé quand on émet une hypothèse et que notre conclusion sera nuancée. Dans quelle mesure ce texte, appartenant à tel genre littéraire, illustre-t-il l'idée de l'auteur selon laquelle, etc. Maintenant, l'annonce du plan. Donc pour annoncer le plan, pas besoin d'inventer des tournures à chaque fois différentes et sophistiquées. Pas besoin d'utiliser des signaux trop lourds comme premièrement, deuxièmement, troisièmement, sauf si votre professeur vous le demande. Pour moi, le plus simple et le plus discret, c'est d'utiliser des tournures de phrases toutes faites. Pour annoncer la première partie, je vous conseille d'utiliser cette tournure. D'abord, nous allons voir. Cette structure vous permet d'annoncer qu'on va aborder tout de suite la première partie. On implique directement le correcteur dans notre démarche. Pour annoncer la deuxième partie, voilà la tournure que j'utilise. Ensuite, nous verrons que. Cette fois-ci, on utilise le futur pour bien affirmer ce qu'on a prévu en deuxième partie. On montre qu'on est sûr de soi et qu'on sait où on va. Pour la troisième partie, on peut être plus direct en utilisant le lien logique « enfin » suivi du « quoi » et du « pourquoi », vous vous souvenez. Enfin, cette description, cette scène, ce dialogue, donc le « quoi », ce monologue, ce début de roman, ce dénouement, etc., révèle, montre que, illustre, met en scène l'idée que, affirme, confirme, exprime, souligne, met en évidence, met en relief, présente, représente. Donc là, je vous laisse utiliser votre dictionnaire de synonymes. La conclusion. Et oui, alors je suis en train de parler de l'introduction, mais si vous êtes en devoir sur table, rédigez votre conclusion dès maintenant. Vous pourrez ensuite la recopier à la fin, et si vous manquez de temps, vous aurez déjà votre conclusion. D'ailleurs, le correcteur ne verra pas qu'il manque une dernière partie, et si vous lui mettez sur la feuille une conclusion. Pour la conclusion, soyez simple et bref. Tout ce que vous allez dire est évident. Répétez l'annonce du plan de manière un peu différente, un peu plus conclusive. Nous avons donc vu que, puis nous sommes allés plus loin en étudiant ceci et cela. Enfin, nous avons montré que. Souvent, on demande aux lycéens et aux étudiants de rédiger une ouverture en conclusion. Ce n'est pas obligatoire, ou bien ça dépend ce qu'on entend par ouverture. En fait, le mieux, c'est de reformuler l'idée de la troisième partie en montrant que ce n'est pas une affirmation dogmatique, qu'on n'a pas tout dit en fait. Par exemple, pour l'absurdité dans L'étranger de Camus, c'est bien de terminer sur l'idée que l'absurdité du monde donne la liberté de choix aux hommes. Montrez donc que la position de l'auteur a en fait un but créatif, et c'est ça le vrai sens d'une ouverture.
Ma quatrième partie, les conseils de rédaction. Donc maintenant, vous allez pouvoir passer à la rédaction. Et je termine sur quelques conseils. Utilisez toujours des liens logiques pour passer d'un paragraphe à l'autre. D'abord, ensuite, enfin, cependant. Et n'hésitez pas à aller chercher des listes de mots-liens dans le dictionnaire ou sur Internet pour les réutiliser. Rédigez des transitions pour passer d'une partie à l'autre. Rédigez une ligne ou deux maximum pour faire votre transition. Nous avons vu que notre passage est un début de roman, par exemple, mais nous allons voir maintenant que l'auteur joue avec les codes habituellement utilisés dans le genre romanesque. Et là, vous commencez votre deuxième partie. Soignez la mise en page. Sautez une ligne avant et après chaque transition. Cela permettra de mettre en valeur vos différentes parties. Pour l'introduction, par exemple, eh bien, passez à la ligne avant la problématique, passez à la ligne avant l'annonce de chaque partie. Ça permettra de structurer votre introduction. Mais ne sautez pas de ligne de manière à montrer votre introduction en un seul bloc. Autre conseil, faites des phrases simples toujours, quitte à répéter des groupes de mots, ce n'est pas grave. Et dernier conseil, eh bien, relisez-vous, quitte à rajouter des ratures au dernier moment, ce n'est pas grave non plus. Et pensez, comme dans un jeu vidéo, eh bien, chaque erreur que vous allez éliminer, ce sont des points en plus dans le score final. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous seront utiles et je vous souhaite un bon courage.